Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Moudban à la division des investigations criminelles ce lundi. Le leader de la coalition Jubanti Sénégal est entendu sur ses propos jugés diffamatoires dans l'émission Dîner avec Diamano. Son avocat, Maître El Hadji Amadou Sall, parle d'intimidation. Là aussi, de la Lamine voix de la provocation. Référendum sur la modification de la Constitution. Nous sommes à J-20. Les responsables à Péris et de Matam comptent taire leurs divergences pour un triomphe massif du oui à Saint-Louis. Le responsable du Parti de la Convergence pour une nouvelle citoyenneté, Maître Alioune Abatalib Gueye, invite ses militants à voter non. Les grossesses précoces en milieu scolaire indisposent à Kaolack de 60 cas. En 2014, le nombre est passé du simple au double dans le premier cycle. Les autorités sanitaires sonnent l'alerte. Le Sénégal présent au Salon de l'Agriculture à Paris. Une fierté pour le ministre de l'Élevage. Aminata Mbengue Ndiaye regrette le retard noté dans l'autosuffisance en lait et viande. Et puis en sport, les éliminations précoces de nos clubs en compétitions africaines interpellent. Le bout du tunnel n'est pas pour demain. On en parle dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Moudban à la division des investigations criminelles ce lundi. Le leader de la coalition Jubanti Sénégal est entendu après ses propos jugés diffamatoires tenus dans l'émission Dîner avec Diamano sur Walf TV. Son avocat, Maître El Hadji Amadou Sall, parle d'intimidation. Le PDG du groupe Walfadjri, lui, y voit une provocation. Plus de détails avec Maïmouna Ndiaye et Mardian. Membres de l'opposition, journalistes et encore des observateurs mobilisés pour assister le leader de Jubanti Sénégal. L'avocat de Moudban dit sans nouvelles. Dès que nous voilà pour interpeller l'avocat a le droit d'assister son client dès les premières heures de son interpellation. Je ne vois pas pourquoi les autorités de la police et de la gendarmerie nous l'interdisent dans le cas de Moudban. Ce n'est pas normal, je suis là sans aucune information. L'équipe de Dîner avec Diamano n'est pas en reste. Sidi Lamine Niasse dit porter le combat. On a expliqué aussitôt que l'enregistrement existe déjà dans l'Internet. Il a été déjà diffusé et rediffusé. Mais c'est une provocation, c'est une manière de venir à un organe pour demander quelque chose qu'on peut avoir ailleurs. Et par ailleurs, le fait de continuer à arrêter des journalistes qui disent ce qu'ils pensent, c'est aussi une manière de dire qu'il faut vraiment arrêter ces voix qui font un travail normal et qui se base sur la loi. Le respect de la démocratie et de la cohésion sociale, c'est aussi la déclaration de Pape Samambou. Vous savez, ce régime, il est affolé. Quand on est affolé, on fait du n'importe quoi. N'est-ce pas? C'est pour l'intimider. Ce pays, c'est pas un pays de droit. Avant-hier, vous avez vu les magistrats. Ils se sont révoltés en disant que ça suffit maintenant, la manipulation de la magistrature. Qu'on les laisse travailler, ils sont indépendants. L'unité dans l'action pour sauver la République, le slogan de ces membres de l'opposition. Ils n'entendent pas céder et exigent la séparation des pouvoirs. Référendum du 20 mars, nous sommes à J-20 à Saint-Louis. Le secrétaire général du Parti de la Convergence pour une nouvelle citoyenneté invite ses militants à voter non. Maître Alioune Abatalib Gueye soutient que le président a plusieurs défis à relever pour ne pas se presser dans l'organisation d'un référendum. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Habib Sek et Ousseynou Diop. Je ne partage pas cette démarche. Et que non seulement personnellement, si le référendum devait avoir lieu, je voterai non. Et je voudrais faire voter non tous ceux qui, comme moi, partagent la même conviction. Que ce qui est à l'origine de tout cela, c'est qu'il y a des consensus forts, des consensus aussi minimum. Lorsqu'on touche à la Constitution, ça doit être, sur des points aussi importants, sur la base d'une large concertation. On doit avoir plus que ces 2 millions et dans le pire des cas, ne pas descendre au-dessus de ces 2 millions. Ce qui n'est pas évident avec tout ce qu'on voit.
Ensuite, le défi du plébiscite, c'est-à-dire non seulement il faut que tout le monde vote, la majeure partie, que ça fasse plus de 2 millions, mais qu'il y ait au moins 65% de ceux qui, dans le pire des cas, de ceux qui vont voter. Vous me direz que ce n'est pas encore évident. Aussi le défi de l'abstention, parce que si ceux qui restent chez eux sont majoritaires, ça pose problème, c'est encore pire si c'est le non l'emporte, parce que dans ce cas-là, ça énoncerait que le président partirait perdant aux prochaines législatives. Donc, je vous le disais en sommaire, les responsables de l'APR du département de Matam reçus en audience par le chef de l'État, une occasion pour eux d'exposer leurs doléances au président de l'APR, en partie minée par des querelles internes dans le nord du pays. Au sortir de cette rencontre, les responsables apéristes promettent de travailler pour un triomphe massif du oui lors du référendum du 20 mars. Voici l'ambassadeur Almami Bokoum. Il est interrogé par Chérif Dia et Diafaraba. Et surtout dans ce département, on a connu quelques petits problèmes qui, si on ne les guérit pas, si on ne les soigne pas, si on n'apporte pas de solution, peuvent devenir des gangrènes. Et c'est ce que nous voulons éviter parce que nous sommes tous membres du même parti. Nous travaillons pour la réussite de Monsieur le Président de la République, pour la réussite du plan, sur le plan Sénégal émergent. Donc nous sommes appelés à travailler ensemble. Mais pour travailler ensemble, il faut se dire certaines vérités. Nous avons dit à Monsieur le Président de la République que certaines choses n'allaient pas. Bon, de petits détails au niveau du parti que nous sommes en train de régler. Nous avons eu une bonne écoute et nous pensons que ça ira mieux. Mais nous sommes pour travailler ensemble, main dans la main, afin que le oui sorte massivement vainqueur, aussi bien dans le département qu'au-delà. Parce que je tiens quand même à rappeler que ce référendum ne s'adresse pas qu'aux Sénégalais du Sénégal. Dans le contenu du référendum, la diaspora est intéressée au premier titre parce qu'elle va pouvoir choisir elle-même ses députés. Nous pensons donc, nous appelons la diaspora à voter massivement parce que ça nous intéresse. Nous allons à présent à Fatick où les femmes ont bénéficié d'une ligne de crédit de 100 millions de francs CFA. Les jeunes ont également bénéficié de 50 motos Jakarta. Et cela s'est fait grâce à l'appui du docteur Cheikh Kanté qui a profité de l'occasion pour appeler les populations à voter oui au prochain référendum du 20 mars 2016. Pape Faraning Alioune Diagne. La pauvreté dans la région de Fatick va bientôt reculer avec cette ligne de crédit de 100 millions de francs grâce à Dr Cheikh Kanté avec ses actions de développement social qui consistent à financer les femmes. Nous allons mettre en place une ligne de crédit de 100 millions pour vous permettre de travailler et ensuite de rembourser. C'est ça le développement. D'abord, nous démarrons avec les 20 millions et tous les villages de la région vont bénéficier de cette aide. Les jeunes ne sont pas en reste car ils vont bénéficier de 50 Jakarta pour la première phase. Les Jakarta sont là. Il suffit juste de verser 1000 francs par jour au lieu de 2000 francs. Et au bout d'un an, il vous sera cédé. Une campagne de sensibilisation sur la pertinence des 15 réformes pour une large victoire du oui. Ce référendum est une aubaine pour tous les secteurs, les citoyens et les partis politiques aussi, mais rien pour lui. La première étape, c'est le référendum. Et je n'ai pas besoin de rappeler les 15 réformes, car Fatick a déjà voté oui, vu votre mobilisation. Une initiative pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Il a aussi précisé que cette démarche n'est pas une opération de charme, encore moins de l'achat de conscience. Et puis l'appel à la concertation autour des réformes constitutionnelles n'est qu'une manœuvre politique. C'est du moins l'avis de Momar Diong, directeur de publication de Vision Mag, et du professeur Mbaïtiam. Ils soutiennent que ces consultations ne sont d'aucune utilité. Ils ont rencontré nos reporters Nafissatou Silla et Diafaraba. Dialogue ou consultation entre le président Macky Sall et son opposition, rien ne s'est encore dessiné. L'APR se dit aujourd'hui disposée à consulter, chose quasiment impossible si l'on en croit ses analystes. Nous allons vers un référendum.
On ne peut plus reculer parce que la question a été posée au peuple. Les instances, Assemblée nationale et Conseil constitutionnel ont été interpellés. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de se remettre autour d'une table pour discuter, pour dialoguer ou pour se consulter? Cela me semble en réalité des batailles d'arrière-garde d'instances politiques qui se positionnent en perspective des élections prochaines. Le président n'est pas disposé à faire des concessions de taille. Mais plus globalement, je dirais que le président Macky Sall, me semble-t-il, a raté une occasion superbe de prouver que le renforcement des droits de l'opposition, qui est une des dispositions prévues dans son projet de réforme, est une volonté réelle de sa part. Et je trouve vraiment que c'est très dommage. Dans le cadre d'une concertation annoncée la semaine dernière par la présidence, l'opposition s'était déjà montrée réticente. Aujourd'hui, on parle de consultation. Momar Diong estime que cette invite est juste une manœuvre politique. Que le président manœuvre simplement pour casser le front du non et empêcher la jonction qui était en train de se faire entre les organisations politiques de l'opposition et les organisations de la société civile. Ces analystes sont convaincus que dialogue ou consultation, on ne voit pas l'utilité. Les délais sont tellement courts qu'il n'est pas possible, si le président maintient la date du référendum au 20 mars, d'ouvrir des consultations ou des concertations, de permettre à des forces de la société civile ou de l'opposition d'enrichir un certain nombre de dispositions prévues dans son projet de réforme, d'ouvrir une campagne et ensuite d'aller au référendum. Je pense que tant qu'on peut se parler, il faut se parler. Mais cela ne me semble pas politiquement aujourd'hui nécessaire ni utile. Ça serait juste des discussions, des dialogues, une consultation de type. Chacun a affiché clairement ses positions. Se parler, ça veut dire essayer de se piéger les gens. Je pense que ce n'est pas un jeu qui peut rapporter ni aux politiques, encore moins au peuple sénégalais. Concertation ou consultation, ce qui est sûr, c'est que le dernier mot revient aux citoyens sénégalais. Nous parlons de toute autre chose. L'UDEN réagit suite aux accusations de leurs anciens camarades. Ce sont des voleurs qui crient aux voleurs, selon l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. L'UDEN Rénovation, en effet, accuse les camarades d'Awa Wade de détournement de l'ordre de 120 millions de francs CFA. Les explications de Pape Faraning Diafaraba. Des voleurs qui crient aux voleurs. Quelle est la réponse de l'UDEN par rapport aux accusations de détournement de l'autre camp? Des voleurs qui crient aux voleurs. Depuis lors, les frondeurs n'ont cessé d'inonder la presse et les médias de leurs fabulations grotesques. Une scission due à un refus de se faire auditer, comme le veut l'UDEN pour une gestion transparente. Nos contenteurs mettent en épingle la somme de 120 millions de francs que le rapport d'audit couvrant la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014 a présenté comme non justifiée. Cette somme à justifier concerne tous les départements, y compris celui des négociations collectives. Nous allons vous donner des exemples. Le premier dirigeant aujourd'hui de ce syndicat, en la personne de Ardefal, dirigeait ce département de négociations collectives. Dans ce combat, ils ont un soutien de taille. Le grand cadre appelle à l'union des forces. Nous autres, les jeunes organisations syndicales, effectivement, la pédagogie par l'exemple, nous regardons surtout du côté de l'UDEN. Donc, la camarade l'a dit tout à l'heure, au-delà des clivages, au-delà des ressentiments, nous appelons les uns et les autres vraiment à venir derrière la camarade Awa Wade qui a été élue démocratiquement. Les membres de l'UDEN ont même brandi des pièces justificatives pour prouver selon eux la transparence dans la gestion de l'organisation syndicale. Puis l'union des forces sur le front social. Cela se matérialise avec la mise sur pied d'un cadre unitaire qui regroupe des syndicats de l'enseignement, du moyen secondaire, du supérieur, de la justice et de la santé. Objectif, l'application des accords signés avec l'État en 2014. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Le SAES, le Grand Cadre, le QSEMS, le SUDSAS et le SUDGIST, 5 syndicats réunis autour d'un front unitaire. Objectif commun, pousser le gouvernement à respecter les accords signés depuis 2014. Ce n'est pas seulement le secteur de l'éducation, même la santé. Les camarades du SAMES
sont en lutte pour les mêmes causes. Les camarades du Sud-SAT sont en lutte pour les mêmes causes. Donc le Sud-Just, la même chose. C'est-à-dire que les travailleurs, de façon générale, ne sont pas respectés dans ce pays. Le pouvoir ne peut pas signer des engagements et puis faire comme si de rien n'était. Oui, nous n'avons pas les mêmes revendications, mais nous avons un dénominateur commun, c'est-à-dire des accords qu'on a signés depuis 2014. Une jonction de force entre des syndicats de secteurs différents. Cette coalition pourra-t-elle tenir longtemps? Ce front aussi ne gomme pas, disons, les spécificités. En dehors du front, chaque syndicat a son agenda qui lui est propre. En tout cas, au-delà de cette volonté commune, chacun des syndicats a des revendications spécifiques. Pour le SAES, la réforme des titres, la réforme sur la retraite, la prise en charge sanitaire et la prime académique sont en attente. Le SUTSAS, pour sa part, veut l'intégration de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension et le relèvement du budget de la santé à 15%, entre autres. Il ne s'agit pas de taire certaines revendications et de gérer des revendications communes. Bien au contraire, nous avons aujourd'hui instruit à notre comité scientifique de faire la fusion des différentes plateformes revendicatives. Maintenant, de cette fusion-là naîtra, bien entendu, des revendications communes, des revendications fédératrices. Pour le premier plan d'action unitaire, une grève totale est prévue le mercredi prochain. Une paralysie en vue dans les universités, collèges et lycées, mais aussi dans la justice. Nous allons à Kaolack avec ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Les grossesses précoces à l'école, de 60 cas en 2014. Dans le premier cycle, le nombre a pratiquement doublé. Les autorités sanitaires en charge de la santé des élèves sonnent l'alerte, comme vous allez le voir dans ce reportage signé d'Issa Prera et Dembandao. Déjà 188 cas de grossesse en 5 mois d'année scolaire dans le département de Kaolack. Un phénomène en pleine propagation. Les jeunes filles du premier cycle sont de plus en plus touchées. Des statistiques alarmantes. Effectivement, il y a beaucoup de cas de grossesse dans les écoles. Présentement, ici, là où nous sommes à l'inspection médicale, on reçoit beaucoup d'élèves qui nous viennent des écoles avec des cas de grossesse. Bon, déjà, si nous prenons 2013-2014, nous avons 365 cas de grossesse, dont 60 filles dans le premier cycle. Pour 2014-2015, 356 cette fois-ci. Et sur ces 356, ce qui est alarmant, c'est que les 110 sont dans le premier cycle. Plus inquiétant encore, l'âge des victimes de ces grossesses. Certaines filles proviennent même de l'école élémentaire. À cela vient s'ajouter les mariages précoces et les grossesses non désirées. Conséquence, les accouchements par césarienne sont de plus en plus nombreux chez les jeunes filles à Kaolack, renseigne le directeur de l'inspection médicale de l'école. Nous en avions même 2 qui étaient à l'école primaire. Donc déjà en 2013-2014, nous avions que 60. Maintenant, en 2014-2015, nous sommes à 110. Il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont mariés très tôt, surtout en classe de 6e. D'autres, elles viennent avec des carnets et des certificats médicaux délivrés à la sage-femme aussi. Mais on ne peut pas savoir exactement si elles sont réellement mariées ou pas. Pauvreté, perte de valeur, influence des médias et la situation géographique de Kaolack sont entre autres pointés du doigt. L'urgence aujourd'hui, enseigner l'éducation sexuelle dès les premières années de collège. Lorsque les enfants tombent enceintes, alors que sur le plan physiologique, elles ne sont pas encore en maturité pour faire des grossesses, nous en sommes à 50 cas de césarienne pour 2014-2015, entre octobre, novembre, décembre, janvier, février. Parce que l'année scolaire, nous, ça commence au mois d'octobre. Bien. Et déjà, nous sommes à 24 césariennes. Grossesse à l'école, grossesse non désirée, le phénomène commence à prendre des proportions inquiétantes. Instruire, éduquer, sensibiliser les jeunes filles reste un moyen efficace de freiner, à défaut d'éradiquer ces grossesses à l'école. Nous allons à présent à Saint-Louis où les 33 pays africains, européens et américains qui se sont engagés dans la lutte contre le terrorisme ont clôturé l'exercice Flintock 2016 en présence de fortes délégations gouvernementales des pays participants. Plus de 2000 hommes ont suivi les manœuvres qui se sont déroulées dans plusieurs localités du pays. Plus de détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek.
Loin de la fête nationale du 4 avril, nous sommes à la clôture des opérations multinationales Flintlock 2016. Les 33 pays participants ont échangé durant 3 semaines sur les capacités de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas un pays que chaque pays peut combattre tout seul. Il faut avoir les liens très étroits pour le combat parce que c'est un problème multinational. À la cérémonie de clôture à Saint-Louis, tous les pays se sont mobilisés pour faire face aux organisations extrémistes violentes. Face à l'importance de ces enjeux, mon pays a pris toute la mesure de la menace en s'engageant résolument à relever les défis sécuritaires. Les différentes manœuvres organisées au Sénégal et en Mauritanie pour l'édition 2016 ont permis de relever le niveau des djambars sénégalais dans différentes opérations. Cet exercice multinational, dont la première édition s'est déroulée dans notre pays en 2005, a pour objectif de promouvoir le renforcement des capacités des gouvernements pour lutter contre les groupes terroristes, particulièrement dans la région du Sahel. Il s'agit d'un programme d'assistance visant à établir des mécanismes de coopération entre les armées africaines, européennes et américaines pour désorganiser et détruire les organisations extrémistes violentes. Le Sénégal a clôturé pour la 3e fois de son histoire l'exercice multinational Flintlock 2016 après 2005 et 2011. Les 33 drapeaux des pays participants ont flotté sur la place Faidherbe avant le défilé militaire qui s'est terminé en présence de fortes délégations gouvernementales. À Linguère, la panne du forage de Moussobé entre le sommeil des populations à quelques jours de leur gamou annuel. La piste reliant le village à la route nationale pose également problème, d'où l'appel de la famille religieuse de la localité. Plus d'explications avec Modoumbaya. À quelques jours de leur gamou annuel, les populations de Ndiossi sont très inquiètes. Et pour cause, l'unique forage de Moussobé qui alimentait leur village en eau potable est tombé en panne depuis 2 semaines. De ce fait, les habitants de la localité font recours à des puits traditionnels pour trouver du liquide précieux. Nous avons eu à retenir un problème donc touchant directement l'hydraulique, le service donc de l'hydraulique, notamment avec la panne du forage de Moussobé. Je pense que les instructions qui ont été tout à l'heure données au service donc de l'hydraulique, c'est des instructions fermes de la part du préfet du département et je pense que dans les prochaines 24 heures, ce service donc va s'atteler à la réparation immédiate donc du forage de Moussobé. Autre préoccupation des habitants de Ndiossi est le bitumage du tronçon qui relie leur village à la route nationale long de 2 km seulement. La route qui relie Ndiondul et Ndiossi. Parce qu'en fait, beaucoup de pèlerins ont des problèmes pour traverser cette piste parce qu'elle est trop sablonneuse. Donc c'est la seule qui dérange aujourd'hui. Lors du CDD préparatoire de la manifestation religieuse, le préfet de Linguère a recueilli toutes les préoccupations des populations. Des doléances ont été émises, des recommandations ont été faites qui vont de la sécurité. Mais ce qui revient le plus, c'est la route. Nous devons tout faire en relation avec la joute pour régler le problème. Des instructions ont été données très vite aujourd'hui pour que dès demain, pour que la direction de l'hydraulique fasse le tout pour que le forage soit remis en bon état. Face à ces difficultés, la famille religieuse de Ndiossi espère que toutes ces doléances trouveront solution dans un avenir proche. Je vous l'annonçais également dans les titres. Au Salon de l'agriculture à Paris, le Sénégal expose et innove avec de nombreux produits. Une grande fierté pour le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, qui regrette par ailleurs le retard noté dans l'autosuffisance en lait et viande. Selon elle, cet objectif demande beaucoup de moyens et d'efforts. Envoyés spéciaux à Paris à Sembentioub et Morharma. Salon international de l'agriculture, le marché sénégalais en miniature. Pas à pas, c'est la revue des produits exposés. Ils sont halieutiques, fruitiers ou céréaliers. La richesse d'une production bien sénégalaise au pays de Marianne. Au rendez-vous aussi de l'innovation. Les femmes sont en train d'innover dans pratiquement tous les secteurs. Chaque année, il y a de nouveaux produits que nous voyons et cela montre qu'il y a de la recherche qui est en train de se faire, tant au niveau des organisations de femmes qu'au niveau de nos instituts de recherche. Même dans le domaine de la cosmétique, je pense que les femmes sénégalaises sont en train de faire une démonstration de leur capacité également dans ce secteur. Pour ce qui concerne par exemple l'agriculture, nous avons pu voir les différentes variétés de riz qui sont produits,
et même des femmes qui sont en train de produire des semences de riz et d'autres types de semences comme le niébé, comme le mil et d'autres produits. Beaucoup d'innovations, riche production, l'autosuffisance toujours pas au rendez-vous. Nous n'avons pas pu encore atteindre l'autosuffisance en lait, en viande. Nous sommes très proches de nos objectifs. Les éleveurs jouent un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, 51% de notre consommation locale est produite par les éleveurs sénégalais. Encore quelques efforts et une certaine ouverture pour une indépendance totale. Si nous faisons des efforts dans le cadre de l'amélioration génétique, dans le cadre de l'importation d'animaux à haut potentiel laitier, nous pourrons dans un proche avenir atteindre nos objectifs. L'autosuffisance, un idéal. Sa réalisation, une garantie d'indépendance. Sa concrétisation, un long chemin pour les acteurs du secteur agricole très sinueux. Le vol de bétail, un goulot d'étranglement pour l'élevage sénégalais. Pour Aminata Mbengue, il faut une application ferme de la loi pour dissuader les voleurs et protéger ce secteur pilier de l'économie sénégalaise. Je propose de l'écouter. Le vol de bétail, c'est vraiment un problème pour l'ensemble des éleveurs. Partout, par exemple, où nous sommes allés cette année, pour développer notre autosuffisance en moutons de Tabaski, les populations nous demandent d'abord de faire en sorte que le vol de bétail soit sévèrement puni. Et je pense qu'avec la loi qui a été changée, donc le code pénal, le code de procédure pénale, les sanctions ont été largement renforcées, c'est même criminalisé. Nous espérons pouvoir vraiment dissuader les voleurs de bétail. Je pense que ça fait partie aujourd'hui des goulots d'étranglement pour ce qui concerne le développement de l'élevage. Mais nous sommes en train d'y travailler avec les éleveurs, mais également avec les associations qui sont en train de lutter contre le vol de bétail. Et nous espérons vraiment que nous pourrons avoir de bons résultats. Et puis une délégation de maires venant de 8 régions du Sénégal participe au Salon de l'agriculture de Paris, une occasion de développer la coopération décentralisée qui s'offre à ces maires, nous dit Ibrahima Kamara. Le RAID, Réseau d'appui aux initiatives de développement économique, était aussi présent au Salon de l'agriculture et de l'élevage. Ces maires de certaines localités du Sénégal ont décliné leurs objectifs. Les nouvelles collectivités locales, avec l'acte 3 de la décentralisation, ont beaucoup plus de responsabilités et nous essayons de les accompagner pour que ces collectivités locales puissent avoir des partenaires, mais aussi s'ouvrir un peu au monde extérieur, voir ce qui se fait ailleurs. Vous savez, il est extrêmement important avec le PSE, et d'ailleurs ça fait partie des objectifs que le président Macky Sall s'est fixé, c'est de gagner, c'est de régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Dans ce cadre, le développement des collectivités locales compte aussi sur la coopération décentralisée pour booster l'économie. Pour voir les bonnes pratiques un peu partout dans le monde, nouer des partenariats pour essayer de booster le développement économique de nos communes et par conséquent du Sénégal. L'acte 3 de la décentralisation pourra dès lors prendre l'envol qu'il faut, car les ressources financières font encore défaut. Football, l'AS Douanes éliminé des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions après sa défaite hier à Conakry 4-0 face au Oreya. Une défaite que le président et l'entraîneur mettent sur le coup du manque d'expérience. Retour sur cette rencontre avec Pape Faraning et Khadim Sissé. Le champion du Sénégal corrigé en Guinée, l'AS Douanes a été sévèrement battu par Oreya AC. Pourtant, les Gabolous ont bien tenu la première période avant de céder en seconde. Il faut qu'ils officient, qu'ils dirigent les matchs de la manière la plus fair-play, la plus sportive possible. Le sport importe peu. Nous sommes une jeune équipe. Nous sommes sur un processus d'apprentissage. Qu'on ait perdu aujourd'hui 4-0 ne va en aucun cas influer sur notre démarche. La douane est un corps d'élite dans notre pays. Les joueurs ne sont pas exempts de reproches. Ils ont manqué de concentration au retour des vestiaires. Premier mi-temps, on a bien entendu le match. Malheureusement, en deuxième mi-temps, en manque de concentration, malheureusement, ils ont profité de ça. En même temps, arbitrage. Malheureusement, on a manqué de suite. L'adversaire est
passer devant nous, malheureusement. Saisissant la balle au bon, le président de l'AS Douanes reconnaît le manque d'expérience de ses joueurs. Les joueurs n'ont pas su gérer leurs émotions face à ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage. Donc on a eu un carton rouge qui nous a pénalisés. Le jeu était devenu désorganisé, les gosses avaient perdu espoir, ce qui a fait qu'on a pris d'autres buts. Mais bon, on a tenu le premier match contre Auréa, on a tenu ici en première mi-temps. Donc on pouvait espérer terminer avec une situation meilleure que celle-là. 4-0, un score très lourd pour le football sénégalais qui peine à s'imposer en Afrique. Depuis un bon moment, les équipes de la sous-région nous éliminent. Il faut donc revoir tout cela. L'Académie Génération Foot éliminée par Nasarawa United, l'AS Douanes éliminé également par Oroya. Le football sénégalais des clubs ne passe pas encore une fois le cap du premier tour dans ces compétitions africaines. Des échecs pas près de s'estomper avec les manquements qui gangrènent le football local. Un commentaire signé Chersadi Boudiara. 12 ans habitués sur ce tour pour les formations sénégalaises et les excuses n'ont jamais manqué. Si ce n'est pas le départ de leurs meilleurs éléments vers d'autres cieux, c'est le démarrage tardif du championnat, entre autres, qui servait de prétexte. Mais cette fois-ci, les échappatoires ne tiennent pas vraiment. Les championnats locaux se déroulent depuis plus de 2 mois, pas le cas au Nigeria. Même si l'AS Douanes a perdu son duo d'attaque, Ibrahima Sori Keita, Sylvain Badji, elle a gardé son ossature, surtout défensive, qui a pourtant explosé en Guinée-Conakry. Donc les problèmes sont ailleurs. Nombreux en plus, le manque d'identité du football sénégalais, de son joueur du coup, depuis quelques décennies. La faute à la direction technique nationale qui n'a pas défini une manière de jouer à suivre dès les petites catégories. Cette formation qui laisse d'ailleurs à désirer. Aux pratiquants, il manque les fondamentaux, le savoir-faire, les contrôles, les frappes de balles, les appels essentiels pour faire la différence. Ce qui nous ramène à nous interroger sur le niveau des entraîneurs de notre football professionnel. Néanmoins, ces coachs peuvent se prévaloir d'un handicap, le faible quantum de travail quotidien avec les joueurs du fait d'un manque d'infrastructures propres à leur club. Juste 2 heures par jour, impossible de s'exercer individuellement devant les buts et sur les balles arrêtées. Autre handicap, l'incapacité des clubs à garder leurs meilleurs joueurs au moins 3 ans. Normal. Les salaires sont même plus conséquents en Guinée, à plus forte raison en Asie et en Europe. Et les patrons de clubs sénégalais manquent d'inventivité pour y remédier en trouvant d'autres ressources. À ces problèmes s'ajoute l'absence de colonies de supporters pour chaque club, une sorte de 12e homme qui pousse son équipe intimidant l'adversaire. Le diagnostic est loin d'être exhaustif. Les maux de notre football ne sont pas étrangers aux dirigeants. La balle est dans leur camp pour le mettre dans une bonne marche. Sinon, ce sera toujours des échecs sur le continent à moins d'un miracle, comme avec la Jeanne d'Arc, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2004. Merci à vous, Ngonengom. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.